Bonjour, veuillez nous excuser, il y a eu un petit problème technique. La vidéo s'est interrompue. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, désolé pour le petit souci technique. Donc, sans tarder, on va commencer. Donc, en ce qui concerne l'organisation et la planification des projets, communément appelée la gestion de projet, euh, donc il y a quelques éléments que je vais partager avec vous aujourd'hui. On va parler de l'organisation, la gestion de projet en général, quelques éléments de méthodologie sur cette gestion de projet et je vais aussi parler de la méthodologie agile dans la gestion de projet qui est aujourd'hui la méthode leader, donc dans tout ce qui est management de projet. En commençant par donc, des généralités sur la gestion de projet. Donc un projet est un ensemble finalisé bien sûr d'actions et d'activités qui en fait qui sont mises en œuvre pour élaborer une réponse aux besoins d'utilisateurs, typiquement un client, et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données. Donc on a cinq aspects importants dans un projet. On a l'aspect fonctionnel, technique, organisationnel, coût et délai. Alors, en ce qui concerne la gestion de projet, c'est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet. Donc, enfin, de part dans l'opérationnel, le tactique, qui fait qu'un projet aboutisse donc, dans un triangle équilibré qui est qualité, coût, délai. Donc, on a pour qu'un projet aboutisse correctement, on doit vraiment nous concentrer sur ces trois éléments. Donc, assurer la qualité, bien sûr, quand on parle de qualité, on parle de qualité dans la livraison du projet. Ça veut dire donc les éléments fonctionnels dans un cahier de charges qui nous est donné par le client. Et bien sûr, il en découle euh, des répercussions sur le coût et sur le délai d'exécution. Donc en fait, on a toujours cette séparation entre qui donne l'ordre et qui y est chargé de mener en fait le projet à bien. C'est la séparation qu'on fait entre donc la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc communément appelé MOE et MOA.
Donc un chef de projet, c'est le MOA et le client, c'est le MOE. Donc un chef de projet, il anime une équipe pendant la durée du ou des divers projets dont il a la charge. Typiquement, euh, il peut mener un seul projet quand c'est assez lourd pour prendre tout son temps, ou il peut gérer plusieurs projets pour assurer un maximum d'efficacité de sa part. Alors, comment on peut juger un projet réussi? Donc un projet réussi, c'est justement qu'il réussit à faire l'équilibre entre les trois éléments dont on a parlé, qui sont qualité, coût et délai. Donc, il faut qu'il produise les résultats attendus fonctionnellement, sans dépasser le budget établi et dans le planning initial. Euh, Bien sûr, quand on parle de planning initial, chaque chef de projet euh, qui est worth his salt, comme on dit, euh, en fait, il va premièrement prévoir qu'il puisse y avoir des problèmes ou des retards. Donc, il va quand même prévoir sur la programmation du projet des éléments de retard possibles. Donc, typiquement, on peut prévoir entre 10 et 15% du temps de base qu'on aurait calculé pour le projet en tant que imprévu. C'est toujours mieux de livrer le client un peu plus tôt que plus tard, bien sûr. Et ça aussi, c'est une petite parenthèse qui est importante, c'est de communiquer en fait avec votre client s'il y a des problèmes qui pourraient engendrer soit des retards, soit des dépassements de budget. Donc, les retards, on peut les rattraper. Sinon, s'ils sont communiqués le plus tôt possible au client, on peut prévoir justement des changements et les faire approuver par le client si on se rend compte qu'il y a plus de choses qu'il faudrait qu'on gère que ce qu'on avait prévu initialement. Et bien sûr, un projet non réussi, c'est typiquement une mauvaise gestion de changement, change management. Les critères typiques d'échec d'un projet, c'est que soit les objectifs ne sont pas fixés, je dirais correctement, au début avec le client, un manque d'une communication efficace et continue, et une mauvaise planification des réunions. Bien sûr, là, je dirais pas qu'on prétend, mais qu'on pense ou on présume que en fait, notre équipe de livraison de projet est assez compétente pour livrer le résultat attendu. Donc, dans ce cas-là, les problèmes qui peuvent faire l'échec d'un projet, c'est justement qu'on n'arrive pas en fait. Typiquement, ça arrive très souvent dans euh, les projets technologiques, les projets d'innovation, etc. Quand on n'a pas la possibilité de gérer correctement le changement au sein de l'organisation de notre client pour accommoder l'implémentation des projets qu'on est en train d'essayer de monter et de livrer, on se met à dos des blocages, que ce soit des blocages euh, du côté bureaucratique, du côté personnel, etc. Donc, les grandes étapes typiques d'un projet sont les suivantes. Donc, une préétude, ça nous permet en fait euh, de connaître
le périmètre en fait du projet. Après l'étude, c'est inclus le projet, ces éléments fonctionnels, des éléments de marché, des éléments SWOT, etc. Réalisation et contrôle. Euh, donc on exécute et on fait un contrôle de qualité des tests. Euh, Après, on commence l'exploitation full throttle, comme on dit, et après un certain moment, euh, soit euh, en fait, là, on dit on désinvestit ou on clôt le projet. Sinon, on peut aller sur euh, de la maintenance ou sur de la rénovation. Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur pour aller voir donc la préétude ou l'analyse préalable. Donc, malgré le fait qu'on peut recevoir de la part de notre client euh, une, en fait, un cahier de charge qui explique un petit peu les problématiques qu'on peut avoir à l'intérieur en fait, chez le client et qu'il veut qu'on résoudre d'une manière ou d'une autre, il faut que nous, en tant que soit gestionnaire de projet ou chef de projet, soit personne à l'intérieur de l'équipe, il faut qu'on puisse avoir une compréhension minimale du problème. Typiquement, non seulement du problème du côté technique, mais aussi du côté métier. Euh, Puis, on devrait noter et tracer l'origine et les raisons des besoins qui ont été exprimés par le client pour nous formuler nos propres objectifs en interne. Il faut qu'on sache l'opportunité et la faisabilité du projet, qu'on puisse classifier les besoins par priorité, travailler pour éliminer les ambiguïtés, que ce soit sur les objectifs ou que ce soit sur les redondances internes. On détermine quels sont les acteurs, non seulement qui vont rentrer dans l'activation ou l'exécution du projet, mais aussi les personnes qui sont euh, en fait, je dirais pas tributaires, mais qui vont être impactées, disons, par le projet. Par la suite, on va aller dans l'aspect tactique et opérationnel et on va définir les tâches que les acteurs qui vont aller dans l'exécution vont pouvoir faire et aussi donc les résultats attendus. Pour l'organisation et la planification de projets, on a quelques méthodologies. Donc, je vais en mentionner peut-être trois. Donc, la répartition en étapes qui est le Work Breakdown Structure, WBS. Donc, c'est découper un projet en organigramme de tâches et on va définir la totalité, le contenu du projet. Comme vous voyez là, on a chaque niveau. Le premier, c'est le projet en entier. Le deuxième, on commence avec les livrables. Et après, on split sur les lots euh, avec bien sûr un niveau 4 qui est les sous-lots qui vont être traités par les acteurs ou ce qu'on appellerait communément par la suite des ressources. La méthodologie PERT, elle consiste en fait à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance et leur chronologie, vont concourir toutes à l'obtention d'un produit fini. Donc il faudrait qu'on fasse une définition de projet d'ordonnancement, qu'on mette en place un responsable de projet pour rendre compte, c'est lui qui prendra les décisions importantes, typiquement le chef de projet. On va analyser le projet par grand groupe de tâches, puis détailler certaines tâches si besoin est. On va déterminer les durées des tâches,
les coûts correspondants. Typiquement, perte est importante sur l'aspect je dirais pas de calcul, mais d'estimation des coûts de projet, des coûts correspondants. Par la suite, on va effectuer les contrôles périodiques pour vérifier que le système ne dérive pas. Alors, continuation dans perte, donc on calcule des dates au plus tôt de chaque étape. Quand se terminera le projet et le délai nécessaire pour atteindre une étape déterminée, ce qu'on appelle communément aussi jalon. Par la suite, on va calculer les dates au plus tard de chaque étape. Ça veut dire que si on a dans une étape dépassé le temps qu'on avait calculé avant, il faudrait qu'on puisse nous rattraper en nous disant pour achever le projet à temps, quand est-ce que on devrait commencer. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle le chemin critique. En fait, comme on va voir euh, dans cet exemple-là, euh, si vous voyez bien, en fait, la ligne rouge, c'est ce qu'on appelle un chemin critique. J'explique. Donc, en fait, les tâches qu'on ne peut pas planifier en même temps. Ça veut dire les tâches qui sont dans chaque tâche, elle doit recevoir en entrée la sortie de la tâche précédente. Cet acheminement-là est ce qu'on appelle le chemin critique. Ça veut dire c'est le chemin où la durée est incompressible. On ne peut pas faire moins que le temps de ce chemin-là pour l'exécution du projet, parce que il faudrait à chaque fois qu'on finisse une tâche pour qu'on puisse commencer la suivante. Le chemin critique, si on tarde sur une des tâches de chemin critique, automatiquement, ça entraîne un retard dans le projet entier. Et dans ce cadre-là, dès qu'on constate un retard sur une des tâches du chemin critique, il faudrait qu'on analyse donc les moyens et les ressources qu'on a pour pouvoir réallouer ou réaffecter les ressources pour combler le retard qui est fait sur le chemin critique. Alors, PERT est une méthode, mais Gantt est un outil. Et c'est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités communément appelées tâches qui constituent un projet. On va voir le diagramme Gantt, bien sûr. Il permet de visualiser d'un seul coup d'œil les différentes tâches. Date de début et fin de chaque tâche, la durée escomptée, le chevauchement éventuel et la durée de ce chevauchement, et même dans des applications que je partagerai avec vous par la suite, vous pouvez même voir quelles sont les ressources qui sont affectées à chaque tâche pour son exécution. Et bien sûr la date de début et date de fin du projet dans son ensemble. Vous pouvez aussi voir, comme j'ai dit, dans des outils technologiques qui permettent de faire du Gantt. Vous pouvez voir les jalons avec les livrables spécifiques à chaque jalon, pardon, etc. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de cas concret euh, de, de Gantt, de projet. Ça c'est un exemple de projet de fin d'études. Donc comme vous voyez ici, ce sont tous ou toutes des tâches suivies. Par contre, là à la fin, vous voyez qu'on a des tâches parallèles.
Donc, ces tâches, qu'est-ce que ça veut dire que c'est des tâches parallèles? Ça veut dire qu'on a plusieurs ressources qui vont donc traiter chacune de ces tâches-là. Ça, c'est un. Deux, ça veut dire que qu'on aura en fait les deux tâches n'ont pas besoin de communiquer de l'entrée-sortie entre elles. Donc là, vous avez quelques exemples de logiciels permettant en fait la gestion de projets. Très bien. Donc, dans chaque projet, bien sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure brièvement, on a toujours un élément de risque. Le risque, c'est quoi? C'est si on a des problèmes techniques. Soit on a des problèmes administratifs, soit on a des problèmes ou des risques humains, des risques juridiques ou des risques sur l'exécution et les délais. Il faudrait toujours, avant le commencement de chaque projet, de les identifier au mieux de notre connaissance. D'ailleurs, la préétude qui nous permet non seulement de connaître les objectifs, mais aussi les possibilités donc, de rencontre de problèmes légaux, juridiques sur le métier ou d'études de culture de changement à l'intérieur de l'entreprise pour savoir si on va se heurter donc à des blocages du côté humain ou du côté culturel. Il faudrait qu'on les identifie. Bien sûr, ces risques-là sont communiqués au préalable au client et communiqués de façon correcte. Et comme aujourd'hui, ce qu'on remarque avec en fait la crise du coronavirus, vous pouvez imaginer les blocages que donc des fournisseurs auront avec leurs clients s'ils n'ont pas prévu des plans de continuation d'activité par rapport à leur projet et des plans de secours sur son exécution avec en prise de considération donc donc les problèmes sanitaires, les problèmes de livraison, les problèmes de télétravail, etc. Donc il faudrait qu'on rédige aussi un plan d'action correctrice et préventive, typiquement un plan de secours pour le projet et bien sûr pour l'activité en général, c'est un plan de continuité d'activité en cas de sinistre. Quelques actions préventives, c'est à titre d'exemple. Donc, évaluer les éventuels besoins de formation de notre équipe avant le démarrage des tâches. Si c'est une technologie qu'on ne connaît pas, s'il faut les former sur l'aspect métier pour pouvoir interagir avec le staff ou le personnel du client. Euh, S'il y a besoin en fait de faire du change management chez le client, il faut aussi le prévoir à l'intérieur du contrat du projet. Prévoir des personnes backup qui auraient les mêmes compétences que nos ressources et pourraient les remplacer en cas d'absence prolongée. Bien sûr, absence prolongée en cas de maladie, là, et ça arrive très souvent, vous le savez bien, on a des problèmes de turnover. Euh, donc quand on gère une entreprise, c'est normal, il y a des personnes qui vont quitter du jour au lendemain, même si on leur demande par exemple de prévenir à l'avance ou de donner leur préavis. Tu as aussi des personnes qui ont peut-être des problèmes personnels et qui vont partir sans respecter le préavis. Et donc, on se retrouve avec une personne clé. Et surtout, c'est très compliqué quand la personne ou la ressource, elle est en train de gérer un chaînon donc euh, de la chaîne critique. Donc, il faut toujours avoir des personnes backup qui peuvent gérer, en fait, combler ce vide.
travailler avec le service juridique pour que les contrats vous protègent au maximum. Vous savez très bien que pour les entreprises, il faut gérer le souci aussi de, euh, de l'aspect recouvrement, de l'aspect euh, financement de fonds de roulement, de l'aspect sécurité des données personnelles sur lequel vous pouvez avoir des problèmes juridiques, sur certains métiers où vous êtes liable à risque, typiquement les métiers de santé, les métiers de défense, de sécurité, etc. Donc il faudrait que vous travailliez l'angle juridique de façon à ce que vous soyez protégé au maximum. Et bien sûr, pour l'aspect collaboration sur la gestion de projet, votre équipe devrait connaître et être en fait s'habituer à la gestion ou à la prise en touche des projets de gestion des logiciels de gestion de projet. Alors, ça, c'était en général la gestion de projet. Je vous donnerai peut-être par la suite, durant la section questions-réponses, la possibilité d'interagir sur des cas ou des études de cas, en animisant bien sûr les noms des clients, mais on pourrait discuter de quels sont les problèmes dans lesquels tombent beaucoup de clients ou de fournisseurs sur l'aspect gestion de projet. Alors, quelle est la méthode agile? En fait, avant, la gestion de projet, on la faisait de façon linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on prenait le cahier de charge, on commençait l'exécution du projet, on livrait une première recette. La première recette va chez le client pour test. Après les tests qu'on aurait fait en interne, s'il y a des bugs reportés par le client, on les corrige et c'est bon. Et dans ce cadre-là, il fallait que le client puisse nous donner puisse prendre énormément de temps. Je me rappelle sur des systèmes d'information où on avait des clients qui devaient passer entre 18 et 24 mois rien que pour établir un cahier de charge. Pour qu'il n'y ait rien qui manque du cahier de charge et pour que le fournisseur ne puisse faire exactement comme le client le souhaite, et ça faisait retarder donc les projets de systèmes d'information énormément. À ce, Durant le temps que ça se faisait, c'était acceptable parce que justement la technologie ne changeait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui, ni ne posait des menaces consistantes et continues sur les business models des clients, sur la validité de leurs projets, etc. Et donc, par inadvertance, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ça fait un petit moment, mais on a commencé avec cette méthode agile. La méthode agile, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet qu'on n'ait pas besoin que le client fasse un cahier de charge extrêmement détaillé, mais qu'on puisse co-construire dans une approche itérative et incrémentale donc le projet en commençant par un noyau dur de fonctionnalités importantes et par la suite on va livrer, avoir les retours du client, commençant par le design jusqu'à l'exécution et où on a à chaque fois le feedback du client et on est sur une communication continue. Bien sûr, si le client n'a pas la culture agile, vous vous heurterez à un mur où on a besoin de change management parce que tout simplement, si le client est habitué à la structure en Y qui est la structure linéaire de gestion de projet, il ne va pas être responsif
et vous n'allez pas pouvoir faire cette approche, euh, euh, en fait d'itération et de communication continue. Donc il faut toujours faire attention à ce que vous puissiez avoir en fait la possibilité de faire du change management avant ou au préalable du projet. Donc, fermons la parenthèse, on continuera. Donc, comme j'ai dit, il faut vraiment un esprit collaboratif, avec bien sûr ce qu'il faut de formalisme entre vous et le client. Elle va générer un produit de haute qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins du client et sa compréhension en fait de son besoin. Parce que vous trouverez, à part pour les clients qui sont soit très grands, soit très très bien rodés sur le type de projet que vous allez exécuter, vous trouverez que des fois, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent du côté technique ou fonctionnel. Ils savent ce qu'ils veulent du côté métier, mais pas forcément du côté fonctionnel. Et donc, cette approche collaborative va permettre à ce que, en fait, vous apprenez au fur et à mesure les objectifs et les volontés du client. Comme vous voyez, ça se repose sur une équipe agile, qui est habituée à ce qu'elle travaille dans l'appliqué et non dans le théorique, avec un esprit de collaboration intense et une acceptation du changement. Alors, pour les méthodes agiles, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, mais généralement, vous avez 12 principes. Le premier, satisfaire le client en priorité. Deuxième, accueillir, enfin, c'est pas vraiment en un ordre particulier, donc accueillir les demandes de changement à bras ouverts, ce qui est très important. Livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles du produit, donc le versionning fréquent est très important. Assurer une coopération permanente entre le client et l'équipe de projet, à savoir qu'il faut avoir une communication avec le client qui est continue, il faut avoir des canaux de communication continue avec le client. Construire des projets autour d'individus motivés, bien sûr, il faut des champions à l'intérieur de chez votre client qui vont justement être assez motivés pour faire le suivi avec vous sur les tâches du projet. Euh, en privilégiant la conversation face à face ou caméra à caméra, dans les temps du coronavirus, la terminaison ou la terminologie de face à face change. Mesurer l'avancement du projet en termes de fonctionnalité de l'application. Donc, à chaque fois qu'on livre une nouvelle recette, il faut qu'on sache la progression en matière de fonctionnalité. Donc, faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant. Donc, on fait des points de jalon toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Porter une attention continue à l'excellence technique et à la conception. Pourquoi? Parce que on peut très bien tomber dans le faire rapidement les choses et que on perde la qualité dans le travail. Donc à chaque fois qu'on va commencer une tâche, il faut qu'on fasse la conception correctement et il faut que ce soit sur les premiers jalons du travail sur le projet. Faire simple, bien sûr, que ce soit dans la communication ou dans l'exécution, il faut qu'on soit le plus simple possible et le plus proche du langage du client possible. Responsabiliser les équipes, chaque équipe et chaque personne ressource connaît sa tâche et sait quand est-ce qu'elle doit la livrer, donc les rendre responsables de l'exécution et de la livraison de ces tâches.
Et la partie la plus importante, c'est que justement, vous devez ajuster à intervalles réguliers tous les comportements et les processus pour être plus efficace. Si mon client ne répond que tous les 3, 4 jours ou toutes les semaines, donc moi je fais un point donc hebdomadaire pour ou bi-hebdomadaire pour lui livrer en fait une recette. La programmation de mes tâches doit se faire de façon à ce que je respecte les cycles du client. Si le client, par exemple, je vous donne un exemple simple, là aujourd'hui chez nous, un client qui a une grande livraison d'une autre équipe qui va se faire dans les 2 prochaines semaines. Donc, je ne vais pas le stresser davantage avec du côté de notre projet pour faire notre lancement aussi sur la même période. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur des tâches de back-end, des tâches de recherche de marché, des tâches, etc., en déférant le lancement jusqu'à ce qu'ils puissent finir avec les tâches de l'autre projet déjà prévues. Donc en fait, il faut toujours ajuster les intervalles réguliers. Pourquoi la dernière, la 12e, c'est pour la première toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est satisfaire le client en priorité. Donc, je vais faire cela rapidement, vu qu'il nous reste très peu de temps pour conclure. Donc, passer à du Scrum. Donc le Scrum, c'est un exemple des méthodologies, euh, des méthodologies en fait agiles. Donc le Scrum, c'est une méthode de gestion de projet agile pour améliorer la productivité. C'est en fait une technique de reprise de jeu après faute, ce qui est intéressant comme expression, qui remet une équipe sur les bons rails par un effort collectif qui est très cyclique. Donc un cycle dans le Scrum, on l'appelle sprint. Chaque sprint est d'une durée de 2 à 4 semaines, ça c'était avant. Là, on peut trouver des sprints qui sont même à une semaine de durée. Et à la fin de chaque sprint, il faudrait qu'on ait une version testable et fournie afin de faire le point avec le client. Alors, le product du Scrum du côté client, c'est définir les fonctionnalités du produit final, choisir les dates et les contenus des différentes versions, les priorités et les fonctionnalités. Il faut qu'il valide, que le client valide ou non, bien sûr, les travaux de chaque fin de sprint et qu'il revient à l'acceptation ou le rejet des résultats ou l'expression de bugs qu'il faut corriger du côté du Scrum Master. Le Scrum Master qui étant l'équipe de gestion de projet va appliquer les pratiques et les valeurs du Scrum, assurer que l'équipe est totalement opérationnelle, éliminer les obstacles pour l'équipe et les aider à s'améliorer. Donc, comme j'ai mentionné, donc le Scrum, vous avez le Scrum quotidien qui est réunion de 15 minutes le matin pour présenter ce qui a été fait et prévoir ce qui va être fait pendant la journée. Le sprint qui est l'itération entre 1 et 4 semaines selon la charge du travail et le nombre de fonctionnalités. Et le release qui est typiquement après 3 à 4 sprints. Donc pour l'exécution du projet, bien sûr, il faut gérer tous ces éléments-là. Donc le temps, l'argent, la qualité, l'information, l'organisation, les moyens, les membres de l'équipe et les rapports de progrès. Et pour conclure, bien sûr, il faut conclure les activités, dissoudre l'équipe de projet et faire une évaluation ainsi que le rapport final. Et je vous remercie pour votre écoute et je reste disponible à vos questions.
Si vous avez des questions, donc on a encore 5 minutes avant de finir. Alors, s'il n'y a pas de questions, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et bon courage. En fait, on se voit très bientôt, Inch'Allah, pour un autre sujet. Merci beaucoup. Bonne soirée.